Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 12 septembre et désormais, comme tous les vendredis, nous sommes accueillis au cœur de l'actualité. Cette semaine, nous sommes tout simplement du côté du vice-rectorat et c'est Madame le vice-recteur qui a accepté de nous accueillir, Nathalie Constantini. Bonjour. Bonjour à vous. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité juste après les titres. À Mayotte, il y a 53 bidonvilles recensés. La mairie de Mamoudzou, pour sa part, estime que plus de 5000 personnes vivent dans les bidonvilles sur les hauteurs. Chaque soir, ces lieux isolés s'illuminent. Électricité, eau, l'exploitation de la misère humaine révélée et elle ne semble guère combattue. Tsunzu, Passe-Maritime, Sapéré, Bouéni ou encore Amjago, les parents d'élèves refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Rien n'a changé selon eux, toujours pas de possibilité d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. Les conseils d'école n'auraient donc rien donné et la menace d'une nouvelle mobilisation dans la rue plane. Séance de lecture et d'écoute ce matin pour les plus jeunes. L'apprentissage de l'histoire avec un grand H passe par la compréhension des petites histoires, comme vous le verrez. Mais d'abord, avant de développer ces titres, on revient sur cette nouvelle nuit de vandalisme du côté de Passe-Maïti. Les riverains se sont réveillés un peu endormis, il faut le dire. Et puis tout d'un coup, ces bruits qui ont retenti dans la soirée, plusieurs véhicules endommagés et cette stupéfaction. Par ailleurs, il est à noter que la préfecture n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Et dans l'après-midi, d'ailleurs, il faut également noter ces violences qui sont donc déroulées entre les jeunes et les forces de l'ordre. Regardez plutôt ces quelques images. Des agents de police qui s'étaient rendus sur les lieux pour interpeller un jeune recherché pour des faits de vol avec violence ont été victimes de jets de pierre au niveau du rond-point du Baobab. Au départ, les deux jeunes sont arrêtés au niveau de la boulangerie de Cavani. Mais l'un d'eux refuse de coopérer et jette son sac sur un des policiers. Problème, il est rempli d'objets volés. L'interpellation devient donc musclée. Dans la foulée, la mère d'un des deux suspects s'interpose et tente de rallier à sa cause d'autres habitants du quartier. Alors que les deux jeunes sont dans la voiture de police, celle-ci tombe en panne. C'est là qu'une quinzaine d'autres jeunes venant de sortir des cours commencent à caillasser les policiers. Le directeur départemental de la sécurité revient pour nous sur les faits. Donc la police, ayant identifié l'auteur, se rend sur les lieux pour l'interpeller, connaissant son domicile ou en tout cas le quartier où il réside. Et c'est à ce moment-là que l'intervention devient un peu moins banale, c'est trop souvent mais un peu moins banal, puisque une fois l'individu interpellé, un de ses complices va empêcher l'interpellation, se rebeller et inciter à l'émeute. Avec l'aide de renforts, la situation est vite maîtrisée par les forces de l'ordre. Les deux jeunes ont été placés en garde à vue et devraient passer la nuit en prison. Toute rétrocession d'énergie par un client direct à qui que ce soit est totalement interdit sans l'accord du concessionnaire. Pourtant, dans les nombreux bidonvilles de Mayotte, tous les soirs, l'électricité est bien là. C'est un marché clandestin qui se développe. Shakila Issouf et Fred Souleymane se sont rendus du côté de Kaweni. Les câbles, nous les achetons au magasin, avec le conseil d'un électricien. Parce qu'il y a des bricoleurs et des vrais électriciens. Donc, on l'explique exactement ce que nous voulons comme installation. Car si nous prenons un expert en électricité, cela nous coûte très cher et nous n'avons pas les moyens de payer. Quelques feuilles de tôle, du bois et de nombreuses cabanes sont construites. Plusieurs familles s'entassent sur pas moins d'une trentaine de mètres carrés. L'endroit est difficile d'accès pour les pompiers. La saturation des compteurs électriques provoque des incendies et les victimes les plus exposées sont les enfants. Le jour où il se passe quelque chose comme une grosse intempérie ou la pluie, bien sûr que nous n'arrivons pas à dormir tranquillement, surtout avec les enfants. On se pose plein de questions. Et lorsque ça arrive, la police intervient et évacue les gens qui habitent en hauteur pour les mettre en sécurité.
Vivre avec la peur au ventre toutes les nuits, ces familles, pour la majorité dites clandestines, n'évaluent plus les risques qu'ils prennent. Après avoir fait la traversée en Kwassa, ils n'ont plus rien à perdre. Notre visite sur les lieux est l'occasion pour Zaina, mère de famille, de nous parler de ces difficultés. La raison pour laquelle il y a souvent le feu qui met en danger les habitants du quartier, c'est parce qu'il n'y a pas de dalle ni de route pour faciliter l'accès aux habitants et à leurs voitures. Même si les pompiers arrivent pour éteindre le feu, ils n'arrivent pas à y accéder. Les familles sont souvent sur un terrain privé, loué 30 € et payant l'électricité aux propriétaires entre 10 et 20 €. Elles font elles-mêmes les installations électriques qui représentent un grand danger quotidien pour des milliers de personnes et des enfants en bas âge qui vivent dans la cinquantaine de bidonvilles que compte Mayotte. Et puis dans l'actualité également, la contestation contre la réforme des rythmes scolaires qui a bel et bien repris après l'école annexe, après l'école de Tsunzu. C'est du côté de l'école de Pasmaïti que les parents d'élèves ont décidé de bloquer les écoles. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques images filmées ce matin, la grogne n'est pas près de faiblir, expliquent les enseignants ainsi que les parents d'élèves. Et d'ailleurs, si certains parents se focalisent sur les nouveaux rythmes scolaires, d'autres en profitent pour pointer du doigt l'insécurité et l'insalubrité de certains établissements. C'est le cas de cette mère de famille qui a donc filmé ces quelques images du côté de l'établissement de son enfant, Camille Leca. Les images sont choquantes et c'est le moins qu'on puisse dire. Filmée depuis le téléphone portable d'une maman en colère, elle montre un environnement scolaire où l'insalubrité et l'insécurité règnent. Des toilettes sales et inadaptées, des feux de déchets extrêmement toxiques au milieu de la cour, des bureaux trop grands, des repas servis à même le sol, la liste des aberrations est longue. Pour alerter le plus grand nombre, Bounati, maman d'élève, a poussé un cri du cœur sur notre antenne hier matin. Comment on peut cautionner une telle chose? Comment on peut cautionner des tables hautes où les enfants n'arrivent même pas à s'asseoir? Des enfants de 5 ans, de 4 ans, ils n'arrivent même pas à s'asseoir. Ils n'arrivent même pas. Comment ils peuvent écouter? Comment on peut instruire un enfant en grande section qui, sachant que cet enfant-là va aller au CP l'année prochaine, va vouloir savoir lire et écrire, va vouloir savoir écrire son nom au moindre des choses. Donc moi, ça me révolte. Moi, je suis indignée. Je suis complètement... J'ai une boule au fond de moi. J'ai envie de pleurer. Mais si les élus de la ville ont bien été alertés, aucune solution n'a été trouvée. Pour eux, ce n'est pas la volonté qui manque, mais les moyens. On n'a pas les moyens, mais j'ai assisté à une réunion avec le préfet samedi à Dembéni. D'ailleurs, j'étais le seul élu présent sur place avec les syndicalistes. J'ai rappelé au préfet que les mairies, la mairie de Bouéni et les autres, beaucoup de mairies à Mayotte n'ont pas les moyens pour répondre aux besoins actuels pour mettre en place le rythme scolaire à Mayotte. Donc le préfet m'a écouté. J'ose espérer qu'on sera accompagné comme il nous l'a dit. Si le débat se concentre aujourd'hui sur des problèmes de transport ou encore d'emploi du temps incompatibles avec les nouveaux rythmes, il ne faut pas en oublier les aspects matériels. C'est aussi autour des conditions d'accueil déplorables dans les écoles que l'opposition à la réforme se cristallise aujourd'hui. Il faut rappeler qu'à Mayotte, 80% des établissements ne sont pas aux normes de sécurité. Les mots manquent pour qualifier cette situation intolérable qui met en péril l'avenir des écoliers mahorais. Nathalie Constantini, je me retourne vers vous. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que ça fait 3 semaines plutôt mouvementées pour vous qui venez d'arriver. Écoutez, les rentrées sont toujours des moments qui sont compliqués, en tout cas complexes. Je crois que les rentrées sur Mayotte, si j'ai bien entendu, sont toujours des moments où malheureusement des mouvements de grève se mettent en place. Moi, ce que je souhaite, c'est que le plus rapidement possible, on puisse retrouver une activité normale dans les écoles, même si je comprends tout à fait ce qui se passe sur le terrain et que, en effet, je ne peux que regretter les conditions dans lesquelles on met des enfants. Alors c'est vrai qu'au début donc, de la semaine, certaines écoles étaient ouvertes. Finalement, ces mêmes écoles ont commencé à refermer les portes quelques jours après. On a l'impression qu'on est un peu en train de jouer au yo-yo.
Alors, moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, je peux même affirmer que je n'ai jamais rencontré qui que ce soit dire que la nouvelle organisation scolaire était quelque chose de négatif et qu'il ne fallait pas qu'elle se mette en place sur Mayotte. Par contre, ce que je crois réellement, c'est que cette nouvelle organisation scolaire a été un vrai révélateur de ce que les écoles proposaient comme lieu d'apprentissage. Et je trouve tout à fait logique que de fait, cette grande réforme qui met en avant la volonté de pouvoir développer de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants, eh bien, mette au jour des conditions qui ne devraient même pas être discutées. Alors, on parle de ces écoles au niveau de Bouéni, au niveau de Sada également, le reportage donc de la semaine dernière. Et puis, justement, est-ce que, au vu de ces images aujourd'hui, on n'est pas en droit de se demander si cette réforme doit être appliquée cette année ? Alors vous voyez, je vous répondrai quand même par l'affirmative, parce que le décret de la nouvelle organisation des rythmes scolaires date de janvier 2013. Et que depuis janvier 2013, moi je suis très contente que les parents d'élèves fassent valoir leurs droits. Mais ces droits, ils pouvaient se mettre en avant dans des instances de concertation, que sont les conseils d'école, instances dans lesquelles pour l'instant les parents n'ont pas trouvé leur place. Et donc moi je pense que si grâce à cette organisation, cette nouvelle organisation scolaire, on arrive à donner la place aux parents qu'ils doivent avoir, non pas pour être réactifs par rapport à ce qui se fait, mais pour être dans la concertation en amont et pour du coup faire valoir leur position avant que les choses ne soient décidées. Je pense que ce sera une grande avancée pour Mayotte. Et quand je vous dis, il me semble qu'il faut quand même continuer à mettre en place cette réforme, c'est pas pour dire c'est la loi et donc il faut la mettre en place, pas du tout. C'est parce que tout le monde est d'accord pour dire que l'éducation, c'est une chose qui est très importante et que nous devons tous donner tout le temps nécessaire pour que nos enfants, les plus petits comme les plus grands, puissent avoir une formation qui soit digne de ce nom et qui leur permette de faire leur choix d'avenir. Donc c'est à ce titre-là que je souhaite que nous continuions, parce que vous voyez bien, depuis janvier 2013, rien n'a été fait. 2 communes ont souhaité s'engager, les communes de Bandrabois. Processus de prototype, on va dire. Alors, je ne sais pas, parce que moi, je ne souhaite pas que tout le monde fasse de la même manière. Ce qui est important, c'est que le contexte soit prioritaire. Et donc, on a vu ces communes qui ont tenté. Des évaluations, puisqu'elles avaient été demandées, et je me suis engagée à les faire, auront lieu le 16 et le 18 septembre, avec tous les partenaires, pour que nous mettions en avant tous les points positifs et les points négatifs. Les choses ne peuvent pas se mettre en place tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre en place rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Mais tant qu'on n'aura pas déclenché les choses, les gens ne se rendront pas compte des problématiques à régler. Alors on va en parler de ces conseils d'école qui donc ont eu lieu cette semaine, et force est de constater que vraiment ce n'est pas le non à la réforme qui est, comme vous l'avez indiqué, on n'a pas entendu des parents d'élèves ou des instituteurs dire non à la réforme d'école, mais bien au manque de moyens. Et puis on a donc ces accusations du secrétaire départemental du SNUPP qui indique que finalement tout ce qui est ressorti de ces conseils d'école ne sert à rien. Alors moi je dirais pas ça, puisque de toute manière c'est la voie de la démocratie, donc il ne peut pas se permettre de dire que ça ne sert à rien. Ce que je regrette, c'est que cette concertation dans ce format-là n'ait pas eu lieu en amont de la réforme, parce que peut-être que du coup toutes les problématiques auraient été mises en avant et que nous aurions gagné une année, hein, puisque janvier 2013, ça veut dire c'est la 2e rentrée scolaire depuis janvier 2013. Donc moi je n'irai pas jusqu'à dire cela. Moi je pense que il est important que chacun puisse faire entendre sa voix, mais je voudrais seulement dire que actuellement ce qui se déroule, ce ne sont pas des conseils d'école, parce que les conseils d'école devraient normalement voir en réflexion un parent d'élève par classe, qui serait le représentant des autres parents des autres classes, un enseignant par classe, le directeur d'école, un représentant de la municipalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé toute cette semaine ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à ce que les conseils d'école se mettent en place. On a donc plutôt eu une concertation
informelle parce qu'elle n'est pas dans le cadre du conseil d'école, mais moi je suis ravie que ça se passe comme ça. Néanmoins, j'espère que ça donnera envie aux parents de s'engager pour que, au scrutin du 3 octobre, des gens soient élus et que du coup, toutes ces discussions qui sont des discussions tout à fait logiques et qui sont le champ d'intervention des conseils d'école puissent se faire pour que les parents ne soient pas en réaction des propositions de l'école, mais qu'elles soient bien partenaires des propositions de l'école. L'école appartient à tout le monde. Alors justement, on va revenir donc sur cette question des parents qui sont de plus en plus présents. Et puis on a l'impression qu'il y a donc deux types de protestataires. D'un côté, ceux qui, si certaines conditions sont réunies, acceptent donc cette nouvelle réforme, et puis les autres qui sont complètement réfractaires. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une grogne sociale finalement qui pourrait éclater entre même des parents, des syndicalistes, des instituteurs, le vice-rectorat ? Ben, je suis quand même je serais très surprise de ça, même si je vois bien que ça peut venir. Mais je serais très surprise puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut mettre l'élève au centre. Donc si on met l'élève au centre de nos préoccupations à tous, chacun dans le cadre de nos prérogatives, nous devons faire l'effort pour que les choses avancent. Et je ne pense pas que le blocage soit la meilleure façon de faire avancer les choses. Mais par contre, je pense que quand il y a des problématiques réelles, je comprends tout à fait que les choses puissent prendre un peu plus de temps, et ce temps, nous l'avons donné. Quand je vois des problématiques sur l'école annexe n'a pas de problématique de locaux au sens du nombre de classes, n'a pas de problématique de rotation des élèves, et donc je me dis que si jusqu'à présent, toutes les parties prenantes de la concertation ne se sont pas réunies pour définir la politique de l'école, il est temps que nous puissions le faire, et j'espère que ça se fera après le scrutin du 3 octobre. Alors c'est vrai qu'on va parler de cette question de rotation et également puisque de nombreuses écoles à Mayotte n'ont pas encore abandonné ce système, un système qui va durer pour le moment puisqu'il y a des manques de classes. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est bénéfique à l'élève d'avoir un système de rotation qui va se cumuler avec un système de rythme scolaire ? C'est pas du tout incompatible. Autant d'heures cumulées pour un enfant ? Non, mais justement, ce qui est important, c'est de rompre avec cela. C'est-à-dire de rompre avec la massification des temps d'apprentissage pour l'enfant. 5 heures pour un enfant, c'est trop long. Donc, ce que nous avons proposé avec cette organisation, avec un premier temps de travail, une grande pause de 45 minutes et un deuxième temps de travail, permet de garantir une équité de traitement pour tous les enfants sur le territoire, même si certains d'entre eux sont en rotation. Et moi, j'aurais trouvé tout à fait anormal de ne pas travailler aussi avec les enfants qui étaient dans des classes en rotation parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils ne sont que les victimes de ces rotations et donc il était important de trouver une solution pour leur permettre à eux aussi d'avoir un temps de respiration entre ces phases d'apprentissage. Donc ce n'est pas handicapant pour un enfant de subir et ce système de rotation et la réforme des rythmes scolaires ? Pas du tout, surtout que on a proposé donc lors de la réunion des maires et propositions que nous avons envoyées dans toutes les écoles ainsi qu'aux organisations syndicales. Je me suis vraiment donné pour ligne de conduite de donner la même communication à toutes les personnes qui étaient concernées sur le territoire. Libre à chacun, puisqu'ils sont représentants d'eux, de faire circuler cette information. Et je ne crois pas qu'il y ait une antinomie entre l'organisation de la scolarité et les rotations. Même avec un système en rotation, on peut donner du temps aux enfants pour se reposer, mais il faut que nous le fassions avec l'ensemble des partenaires. Et donc, moi je souhaite, les élus se sont engagés, je souhaite que du coup, les élus, dans le cadre du service qu'ils peuvent rendre aux familles, s'engagent pour mettre en place ces services de surveillance. Je me suis rapprochée de la préfecture sur ce sujet-là. Il y a déjà eu l'année dernière des contrats aidés qui ont été proposés et fléchés pour la mise en œuvre des rythmes scolaires. Donc j'espère que ces moyens qui ont été dédiés vont pouvoir être mis dans les écoles pour justement permettre, comme à Passamenti, à ce que la mise en place qui a été proposée de nouvelles organisations scolaires soit accompagnée d'un temps de surveillance pour garantir la sécurité des enfants. Quelle est la marge de manœuvre du vice-rectorat et de la préfecture de Mayotte ? Est-ce qu'il peut y avoir des décisions aussi ou alors ça se discute directement à Paris ?
Vous savez, Paris fait les lois, mais les lois ne se font pas sans les personnes. Et donc, nous sommes en lien régulièrement avec Paris et toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à présent ont des propositions qui ont été faites sur le territoire par monsieur le préfet ou par moi-même et dont nous rendons compte, bien évidemment, à Paris. Donc, quel est le calendrier au jour d'aujourd'hui, finalement ? Alors, le calendrier, il est double, puisque nous avons souhaité, avec monsieur le préfet, faire en sorte que nos actions puissent être complémentaires et que, du coup, nous garantissions les résultats et donc de pouvoir parvenir à ce que Mayotte soit considérée comme un territoire complètement organisé dans le cadre de l'école de la République, mais avec des particularités et en tenant compte des spécificités, de la nécessité de donner un peu plus de temps. Donc le calendrier, il a été décidé avec un conseil de l'éducation nationale de Mayotte qui se réaliserait début décembre pour permettre du coup à l'ensemble des partenaires d'avoir ce temps de réflexion pour une mise en place pour essayer un certain nombre d'organisations, même si tout ne sera pas définitif à cette période-là et que du coup, nous aurons pour un certain nombre d'écoles à aller jusqu'à la rentrée de septembre 2015. Néanmoins, 2 types d'écoles ont été aussi définies pour certaines comme ayant déjà la réforme à mettre en place, puisque les choses avaient été actées depuis l'année dernière, voire même avant, quand on reprend les 2 précédentes communes. Et puis pour ceux pour lesquels la réflexion avait déjà été engagée, mais qui n'avaient pas abouti et pour lequel le vice-rectorat avait fait une proposition, nous avions donné un temps supplémentaire pour réguler et faire des ajustements si nécessaire de cette organisation. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que si les gens me demandent, parce qu'ils ont une proposition, un temps supplémentaire jusqu'au 25 novembre, il n'y aura aucune difficulté à donner ce temps. Ce que je souhaite, c'est que nous ne soyons pas sur le statu quo. Merci beaucoup, Madame le vice-recteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous d'être venue. Dans l'actualité également, le centre universitaire de Dembéni qui est emmené à devenir un campus universitaire. Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire, à déposer un dossier. Malheureusement, les places sont limitées. Aujourd'hui, ce sont 850 élèves qui sont scolarisés à Dembéni. Regardez plutôt ces images de Nourdine Abdourahim. Proximité, suivi, famille, logement, autant de raisons qui poussent de plus en plus d'étudiants mahorais à déposer un dossier au CUFRE de Mayotte. Le centre universitaire, c'est 6 filières divisées en 3 départements, sciences, sciences humaines et droit AES. Sur le moyen terme, d'autres filières doivent voir le jour, comme le sport. Et malgré les difficultés, les étudiants se pressent à Dembéni. Le problème que nous rencontrons, c'est au niveau du transport. Par exemple, si nous avons cours à 15 heures, nous sommes obligés de suivre le transport depuis 6 heures du matin. Du coup, on galère du matin jusqu'à l'heure des cours. Des soucis pour certains élèves qui ne nuisent pas au succès du centre universitaire. En effet, depuis la rentrée, le centre se diversifie et propose une nouvelle formation professionnelle qui s'adresse à tous les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent se présenter à des concours administratifs. Aujourd'hui, avec ce succès croissant, il faut rapidement penser à l'avenir. Nous ouvrons un diplôme universitaire également pour les fonctionnaires, mais nous ne pouvons pas, en l'état, ouvrir de nouvelles filières ou accueillir plus d'étudiants. Nous avons mis en place un certain nombre de démarches auprès des différents ministères. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Outre-mer nous soutiennent activement en vue de mettre en place un véritable campus universitaire qui pourra accueillir à terme 2500-3000 étudiants. 850 étudiants sont scolarisés au centre universitaire. C'est 100 de plus que l'année dernière. Les structures doivent suivre rapidement. Ainsi, le 17 septembre prochain, la commission de sécurité passera pour évaluer le nouvel amphithéâtre qui sera mis à disposition dès l'année prochaine. Un amphithéâtre de 240 places qui aura coûté plus de 2 millions d'euros.
La Fédération des associations des personnes âgées et retraitées organise un voyage d'importance. Une trentaine de personnes partiront dimanche, direction la Réunion. Parmi elles, 27 personnes âgées qui découvriront pour la première fois ce territoire. Depuis de nombreuses années, cette association a décidé de mettre en avant les personnes âgées en les occupant, en leur permettant de découvrir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, cette association veut faire des personnes âgées un moteur économique important pour le tissu local mahorais. Écoutez plutôt Ali Nizari, le représentant de la fédération. La vocation aujourd'hui de la fédération, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en train de crier il faut de l'emploi, mais c'est un secteur extrêmement, il faut développer beaucoup d'emplois, notamment les aides à domicile, etc. Et c'est un secteur assez riche. Donc je profite aussi pour peut-être dévoiler un petit secret d'un projet que nous menons justement en place à Bandraba. On adore les secrets, voilà, nous avons déjà créé un petit service qui s'appelle Bandraba Espace Senior. C'est un lieu d'information, d'écoute, etc. Et ce petit lieu va évoluer vers un vrai service à domicile. Donc là, nous sommes en train d'avoir les subventions pour recruter. Donc nous avons déjà recruté 6 agents. Et là, on aura besoin de 6 autres agents dans le cadre du contrat CU. Donc c'est vraiment vous avez tout à fait raison de poser la question. Et cette question mérite d'être répondue de cette façon-là parce qu'effectivement, il faut que toutes les associations fassent la même chose. Depuis 13 ans, l'association Outamadouni œuvre pour la jeunesse de l'océan Indien. Aujourd'hui, cette association nous présente son livre de contes, Le Chongu du djinn. Comprenez la marmite du djinn, un livre que nous présentent Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Coco Chogo, qui habite à Sima en Juan, raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'est mariée à un djinn. Les histoires traditionnelles des îles ont été récoltées grâce à l'association Outamadouni de Mayotte, en collaboration avec des jeunes d'Anjouan, afin de transmettre les histoires culturelles du peuple des îles de la Lune. Asirelivai shungusha tushile afikirita ajala wabajina lembi andemjiju urala nyuma kele ajasim aja arumenzampunchevali. Plusieurs jeunes n'ayant pas les moyens d'intégrer les ateliers de peinture et des cours de musique, leur envie d'avoir des loisirs a vu la naissance de l'association Outamadouni qui depuis 13 ans déjà s'illustre à travers l'artiste peintre Papayan et sa fille Nati qui ont illustré le livre Le Chongu des djinns. Depuis la Réunion, Mouinat et Mohamed, donc 2 étudiants, un comorien, l'autre anjouanais, sont partis ensemble pour filmer des contes traditionnels à Sima, notamment avec la grand-mère, avec Coco Chogo. De là, on a fait un travail de traduction un peu global et on a présenté à Papayan 3 contes. Sur ces 3 contes, il en a choisi un. Nati, notre fille, est venue à Mayotte avec des gounis et ils ont fait les illustrations du conte. Et on a fait imprimer 700 exemplaires du Chongu du djinn à l'île Maurice. Une restitution d'histoires traditionnelles qui redonne l'occasion aux différentes générations de se retrouver et de renouer des liens. Mohamed et ses amis étaient étonnés de rencontrer Cathy, une conteuse qui a fait le déplacement de Mayotte à Anjouan pour qu'on lui raconte des histoires traditionnelles de la région. Depuis, toutes ces histoires récoltées qui sont communes aux 4 îles de la Lune, Cathy les raconte à La Réunion et à Mayotte, l'aboutissement d'un long travail et d'une aventure humaine extraordinaire qui a vu naître un livre récemment édité, Le Chongu des djinns. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à Madame le vice-recteur de nous avoir accueillis. On rappelle que nous sommes donc au sein des locaux du vice-rectorat. On va vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. N'oubliez pas, dès samedi, les rendez-vous de l'information présentée par Amina Riti, ce sera à 19h. Dimanche, le beach rugby, ce sera du côté de Sakouli. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête, à aimer, excellent week-end. Surtout, soyez prudents sur la route et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwahiri.